Alors, bonjour, aujourd'hui je suis avec Louis-Philippe Mire de Interloge, c'est le directeur général. Comment ça va Louis-Philippe? Ça va très bien. Merci Thierry de m'inviter à ce podcast. Ça fait grandement plaisir. On est au QIC 2023 et on est avec les gens là, les acteurs principaux de tout ce qui est multilogement au Québec en ce moment. Peux-tu nous parler, Louis-Philippe, un peu de Interloge? Oui, ben, Interloge, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1978, qui est également enregistré comme organisme de bienfaisance. Alors, on est spécialisé dans le développement et la location de logements sociaux et abordables. Donc, après 45 ans d'activité, on possède un portefeuille de 750 logements, essentiellement abordables, une proportion à peu près un tiers est du logement social. Donc, voilà, nous, on cherche des opportunités pour faire croître le parc immobilier d'Interloge. Notre modèle d'affaires est basé sur la détention à long terme. Donc, sur cette base-là, en détenant les immeubles à très long terme, on arrive à construire l'abordabilité. Donc, on cherche à faire croître le parc là, pour les prochaines années. Les besoins sont très grands. Très intéressant dans un contexte social en ce moment au Canada, principalement, surtout au Québec, où est-ce qu'on a des problèmes d'accessibilité au niveau des logements. Il y a certaines personnes qui trouvent ça très difficile d'être capable de trouver un logement à prix abordable dans certains secteurs type de Montréal. Est-ce que ça correspond principalement à votre clientèle? Oui, ben, la clientèle qu'on cible, là, c'est la clientèle les plus défavorisées de la société, donc les personnes à faible revenu, les personnes à revenus modestes, donc ceux et celles qui ont un taux d'effort qui est au-delà de 30 donc qui consacrent plus de 30 de leur revenus à se loger. Alors, quand on est dans le quintile des personnes les plus faibles, les personnes qui sont aux plus faibles revenus, ben, il n'est pas rare de voir des gens qui consacrent 50 voire 80 de leurs revenus pour se loger. Alors, dans le contexte actuel où on a une pression importante sur les coûts du logement, tant, surtout dans le locatif, là, ben, notre organisme peut faire la différence là, dans l'offre qui est dans le marché. Incroyable dans un contexte où est-ce que l'inflation était à peu près à 6,8 et que la majorité de cette inflation-là est due au coût énergétique et à l'alimentation. J'imagine que pour tes clients, il ne reste plus grand-chose comme surplus monétaire à la fin du mois pour être capable de couvrir les loyers. Là. Donc, ça prend vraiment un service qui est capable de supporter ça. Oui, puis on arrive à faire la différence parce que sur l'ensemble de notre portefeuille, on a un taux d'abordabilité par rapport au marché de 36. Donc, si on traduit ça en dollars, là, ça représente à peu près 3 000 dans la poche de chacun de nos résidents par rapport au coût évité là, sur un logement comparable sur le marché privé. Super. Donc, nous, on se connaît, mais la majorité des acteurs qui sont sur le marché, qui vont nous écouter, ne connaissent pas Interloge. Puis vous êtes des opérateurs professionnels, selon moi, et des propriétaires fonciers majeurs. En ce moment, vous possédez combien de logements en total? Alors, 750 logements, essentiellement dans Ville-Marie-Est à Montréal. On a à peu près 450 portes dans Ville-Marie. On est présent dans 5 arrondissements à Montréal. On a un projet aussi dans les Laurentides à Sainte-Adèle, qui est en exploitation depuis une dizaine d'années. Et on développe là, actuellement dans le Grand Montréal. Donc, on a des projets, évidemment, dans le centre-sud à Montréal, où il y a une grande effervescence au niveau du développement dans des grands sites. On pense au site de Radio-Canada, au site Esplanade Cartier qui est mis de l'avant par Prével. Puis, on travaille aussi d'autres dossiers à Laval et également à Saint-Hyacinthe, pour lequel on travaille avec la municipalité et un promoteur local pour développer un projet de 150 à 175 portes à Saint-Hyacinthe. Donc, ce que j'entends, c'est différents immeubles, différentes localisations, mais différentes catégories d'âge aussi, Oui. Naturellement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que vous voulez offrir à votre clientèle des immeubles quand même neufs et récents pour une certaine qualité de vie. Un organisme comme le vôtre, pour pouvoir bien fonctionner, est-ce qu'il y a un support gouvernemental qui est donné ou de quelle manière ça fonctionne? Bien, très bonne question, parce que souvent, quand on parle de logement social ou de logement abordable, les gens ne comprennent pas, ou en tout cas ceux qui ne sont pas dans l'industrie, le citoyen lambda ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il faut subventionner le logement social ou le logement abordable. La réalité, c'est que on loue nos logements moins cher que le prix du marché. C'est notre mission, c'est de rejoindre les clientèles et de respecter leur capacité de payer, donc les populations les plus vulnérables. Donc, on laisse des revenus sur la table par rapport aux revenus potentiels de chacun des immeubles. Par contre, on a les mêmes dépenses d'exploitation, donc on a les mêmes coûts de financement ou presque. On a les mêmes taxes foncières à payer, on a les frais d'assurance à payer, les frais d'entretien. Donc, c'est les mêmes dépenses que le secteur privé.
Alors, pour faire entrer le cercle dans le carré ou que la mathématique financière fonctionne, ça prend un coup de pouce avec de l'argent à faible coût. Donc, j'ai parlé de subventions qui peuvent venir de l'État, mais ça peut venir aussi de toutes sortes de partenaires financiers comme des fondations ou des fonds de syndicats, par exemple, qui offrent du capital patient. Donc, c'est des solutions qu'on doit avoir dans notre portefeuille de financement pour pouvoir avoir du capital à faible coût. C'est un des seuls postes budgétaires dans un budget d'exploitation d'un ensemble immobilier qui nous permet là, de faire la différence par rapport à l'abordabilité. Très intéressant. Est-ce que la Centrale canadienne Hypothèque Logement a un rôle à jouer dans votre modus operandi? Ça ne te rajeunit pas, ça? Non, pas du tout. Thierry, hein? La SCHL pour... La SCHL. Alors oui, la SCHL, c'est un partenaire de longue date de manière générale de l'habitation abordable. Chez Interloge, on a développé beaucoup hors programme, donc sans aide gouvernementale. Là, dans les dernières années, on travaille beaucoup avec la SCHL, entre autres, pour le maintien de notre portefeuille existant. Donc, on a beaucoup de petits plex construits dans les années 1800, début du 20e siècle. Donc, des immeubles qui sont vieillissants, avec des fondations en moellon ou des murs de maçonnerie ou des balcons architecturaux ou des mansardes architecturales. Donc, c'est des immeubles qui ont été rénovés il y a 30 ans, puis au bout de 30 ans, il faut les rénover. Donc, on travaille avec la SCHL pour financer ce volet-là. Et on travaille aussi avec la SCHL pour des acquisitions, soit des acquisitions d'immeubles existants. Donc, 2 transactions en cours là, qui vont faire appel à PH Select dans les prochaines semaines. Et dans la construction neuve, bien là, on est en train de regarder justement comment est-ce qu'on peut attacher la SCHL à nos projets. On a à peu près 1000 logements en développement en construction neuve actuellement. Donc, ça va prendre une solution de ce côté-là. Incroyable. Donc, vous regardez quasiment au-delà de doubler votre portfolio actuel à court terme pour subvenir aux besoins de la clientèle grandissante là, à Montréal puis en région. Ben oui, et puis avec 750 logements, c'est bien, mais ça ne répond pas aux besoins. On aurait besoin d'ajouter un zéro un peu partout. Donc, passer à 7500 portes, je pense que ça répondrait davantage aux besoins. Puis, ajouter un zéro à notre marge de crédit de développement hypothécaire, développement immobilier. Ça peut aider aussi. Qui passe de 8 millions à 80 millions. Alors, s'il y a quelqu'un là, qui a un 72 millions là, à investir, c'est le bon moment. Alors, l'appel est passé au public. J'ai contacté Louis-Philippe Mire et puis sortez vos subventions. C'est vraiment une cause noble, je trouve. Puis juste avant d'aller vers la direction de voir qu'est-ce que l'industrie a besoin, parce qu'on en a discuté à plusieurs reprises, ouais. Puis je pense que c'est dans cette direction-là que beaucoup de ton temps qui est investi en ce moment. Comment est-ce que Interloge a vécu 2022 au niveau des opérations? Est-ce qu'il y avait des enjeux particuliers, mis à part, bien sûr, les taux d'intérêt qui montent pour tout le monde, mais au niveau opérationnel, pour un OBNL, c'est quoi les enjeux qu'on a vus en 2022? Ben, écoute, on était très inquiets hein, quand on est tombé en grand confinement en 2019. On s'est dit, oh, pelaille, on risque d'avoir des locataires qui vont avoir du mal à payer leur loyer, là. Puis chez nous, le taux de perception il est 99,5 %. On collecte tous les loyers, on fait ça avec doigté, puis on fait des ententes de paiement quand c'est difficile. Mais donc, quand est arrivé le grand confinement en 2019, on avait une grande inquiétude qu'on aurait des personnes en difficulté qui auraient de la difficulté à payer leur loyer. Puis quand notre modèle d'affaires étant basé sur des revenus qui sont capés d'une certaine façon, bien évidemment, ça peut nous faire très mal, ce type de situation-là. Les programmes gouvernementaux fédéraux de la COVID sont arrivés très rapidement, donc ça, je pense que ça a aidé Interloge, ça a aidé l'ensemble de l'industrie. Je pense qu'on aurait eu une situation beaucoup plus grave dans l'industrie immobilière de manière générale si on n'avait pas eu les programmes, par exemple, la fameuse PCU. Oui. Donc ça l'a aidé pour dans le locatif résidentiel. Donc, nous, notre modèle d'affaires, en fait, la conclusion de tout ça, c'est qu'il a été démontré comme étant très résilient. Donc, on a continué à opérer. On était prêts, nous, du jour au lendemain, en télétravail. On a été fonctionnel très rapidement. Puis, ça a été presque business as usual. Cependant, maintenant qu'on a déconfiné, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de détresse parmi nos résidents. Donc, beaucoup de gens qui téléphonent au bureau puis qui demandent de l'aide. En fait, qui demandent de l'aide, mais c'est pas le type d'aide qu'on peut offrir. Souvent du soutien psychosocial. Donc, à ce moment-là, on va travailler avec des partenaires pour répondre à ces besoins-là. Des partenaires psychosociaux. Intéressant.
actuellement, l'industrie est en train de... Au fait, on sent un fort vouloir politique d'appuyer des organismes comme le vôtre pour être capable de pallier aux besoins en logement abordable et social. Qu'est-ce qui manque actuellement à l'industrie pour que tout ça puisse se ficeler puis qu'on ait une ère d'aller plus rapide que ce qu'on a vécu dans les 10-15 dernières années? Bien, c'est intéressant comme question parce que j'aimerais apporter une réponse simple, mais elle n'est pas simple. Ce qu'on voit, c'est que depuis que la SCHL là, a publié son étude, qu'on avait besoin de 620 000 unités supplémentaires dans le marché locatif d'ici 2030 pour rééquilibrer le marché vers davantage d'abordabilité. Ce qu'on voit, c'est que finalement, tout le monde a accusé le coup, mais quelle est la solution? Ben, il n'y en a pas vraiment de solution unique, là. Je pense qu'on fait face à une problématique qui est complexe. Si on regarde l'ensemble des obstacles là, à l'abordabilité de manière générale, là, si on fait abstraction du logement social et communautaire, mais si on regarde les obstacles de l'abordabilité de manière générale, les obstacles sont très grands, tant au niveau, on ne va pas les énumérer ici, là, mais on sait les obstacles au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau fédéral. Alors, qu'est-ce qui manque? Ben moi, je pense que ce qui manque, c'est une approche différente, qu'on regarde l'industrie immobilière différemment comme étant un secteur stratégique qui a un impact économique important. Alors, par exemple, là, le PIB de l'immobilier au Canada, c'est 13-14 %, donc c'est quand même pas c'est non négligeable. C'est significatif, c'est très important. Oui, tout à fait. D'un, puis de deux, on voit que la situation de l'abordabilité a des impacts maintenant, même dans les régions. Donc, il y a des secteurs au Québec où il y a pénurie de main-d'œuvre. Les employeurs ont du mal à recruter. Quand ils recrutent un travailleur, ils veulent signer un contrat de travail avec lui, mais les travailleurs ne signent pas le contrat de travail parce qu'ils ne sont pas capables de signer un bail ou de trouver un logement qui respecte leur capacité de payer dans les régions. Alors, c'est devenu un frein, la situation de l'abordabilité au développement économique puis au développement social. Alors, nous, qu'est-ce qu'on pense? Qu'il faudrait probablement changer d'approche par rapport à cette problématique-là et aborder l'industrie comme on le ferait dans le cadre d'autres approches industrielles qu'on met en œuvre dans d'autres secteurs d'activité. Et là, je pense entre autres au super GRAP fédéral ou aux stratégies nationales au niveau provincial, dans lequel, en fait, on va mettre en place une grappe industrielle. Et au sein de la grappe industrielle, on va regarder l'ensemble de l'industrie, comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc, on va rassembler les acteurs fédéraux, provinciaux, municipaux, les acteurs de l'industrie clés, les associations. On va regarder la chaîne de production du logement, par exemple, puis on va identifier les obstacles, on va identifier quelles sont les solutions potentielles, qui sont les porteurs de ballons. Mais le plus important, c'est que les gens qui sont autour de la table vont devoir retourner dans leur organisation pour faire des changements à l'écosystème. Donc, dans le fond, ce qu'on pense, c'est qu'on devrait avoir une vision écosystémique de la problématique de l'habitation au Canada dans l'ensemble. Parce que c'est une problématique complexe, là. Alors, j'entends l'IDU qui parle, par exemple, d'avoir un diagnostic. Bon, c'est bien un diagnostic, mais je pense qu'il y a des diagnostics, il y en a un peu partout. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec, il y en a à Ottawa. Mais une équipe, un task force qui a pour mission de designer l'écosystème de l'habitation pour essayer d'enlever ou de diminuer autant que possible les obstacles à la production du logement, de un. Ça, c'est un élément, je pense, qui serait vraiment intéressant d'explorer cette approche-là. Parce que les demi-mesures, toutes choses étant égales par ailleurs, actuellement, on n'arrivera pas à construire ce 620 000 logements-là supplémentaires. On sent, c'est un peu comme le concept de ESG qui est quand même défini, mais étant flou en même temps. Donc, ce que je comprends par ce que tu proposes, c'est une approche écosystémique ou systémique au problème en designant une ergonomie puis de façon verticale en intégrant toutes les personnes reliées de la conception jusqu'à la livraison en passant par la politique pour voir quelles sont les problématiques. Exact. Et pouvoir les déjouer d'avance en termes de feuilles de route. Oui, puis faire les changements qui sont requis tant au niveau municipal, par exemple. Pourquoi est-ce que chaque problématique potentielle se traduit par un règlement au niveau municipal? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une approche différente pour responsabiliser les promoteurs, tant privés que sociaux, ou les professionnels de l'industrie, pour faire en sorte que, peut-être que si on les responsabilise davantage, on peut avoir moins de règlements.
par exemple, parce que c'est un élément qui revient régulièrement. Est-ce qu'au niveau fédéral, pour favoriser l'investissement dans le logement abordable, on pourrait mettre de l'avant des mesures fiscales agressives pour donner un bonus aux investissements dans le logement abordable, par exemple? Et au niveau provincial, peut-être qu'on pourrait se donner des cibles d'atteinte de logements abordables, et j'inclus là-dedans le social et le communautaire. Je pense que c'est important aussi qu'on ait cette conversation-là sur les cibles de logement. Et actuellement, c'est quoi le niveau de réponse au niveau municipal, provincial et fédéral selon toi? Est-ce que qui répond le mieux, puis qui est plus ouvert, et dans quelle direction tout ça doit s'opérer? Est-ce qu'on doit commencer par avoir une discussion municipale pour ensuite monter les paliers, ou est-ce que ça doit se faire dans le sens inverse? Bien, les organismes qui prennent la chaleur présentement, c'est les municipalités, clairement. Donc, les municipalités sont au rendez-vous. D'ailleurs, il y avait le sommet de Laval il y a quelques mois où les municipalités ont réclamé une stratégie ambitieuse et dynamique au niveau provincial en habitation. Du côté fédéral, il y a la stratégie nationale du logement qui est en vigueur depuis un certain nombre d'années. C'est intéressant, c'est pas parfait. Il y a des choses à designer encore pour que les programmes répondent bien aux objectifs qu'ils poursuivent. Il y a des défis de ce côté-là. Puis du côté du provincial, ben, on comprend qu'il y a, on cherche un peu un modèle d'affaires en habitation sociale et communautaire dans lequel l'État va être confortable d'investir davantage avec certaines garanties de succès au niveau de la viabilité des projets qui arrivent en exploitation et qui offrent effectivement du logement abordable aux personnes qui en ont vraiment besoin. On arrive en début 2023. On vient de sortir d'une période comme assez mouvementée, avec beaucoup d'incertitudes. Puis là, ben, on se dessine de façon très importante, et depuis 2022, avec l'apparition du programme d'APH Elect, le besoin criant de logement, qui maintenant devient en quelque sorte entériné et confirmé par le fédéral par son programme d'APH Elect. Dans l'évolution du temps, on a testé le programme APH Elect en 2022. On arrive au début 2023. Quels sont les défis pour Interloge au courant de cette année? Pour toi et Interloge, bien sûr. Bien, c'est un beau problème pour Interloge parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour positionner l'organisme dans l'écosystème du logement. Il y a un contexte qui était très favorable à un organisme comme nous, là, avec 135 millions d'actifs fonciers, une marge de crédit de développement de 8 millions, un track record de 45 ans avec jamais de défaut dans notre portefeuille. Actuellement, le défi qu'on a, c'est de faire face à la croissance qui s'en vient. Donc, on a quelques casseroles, quelques projets sur le feu qui progressent bien. Puis, ce qu'on craint le plus, c'est qu'ils aboutissent tous en même temps. Alors, ce qu'on fait présentement là, dans les derniers temps, en début d'année, on a fait un bilan profond de comment ça va chez Interloge en interne. Puis, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour la prochaine année pour assurer de faire face à la croissance qui se présente à nous dans les prochaines années. Super. Chose qu'on constate ensemble, parce qu'on est en train de travailler différentes transactions immobilières ensemble, c'est de marier le discours, si on veut, social avec le discours, si on veut, capitaliste, et trouver un terrain d'entente où est-ce que les deux sortent heureux de ça. C'est-à-dire que vous, comme organisme, d'acheter d'un propriétaire qui n'a pas nécessairement la vocation sociale, qu'est-ce que ça prend pour être capable, selon toi, et j'aimerais qu'on termine là-dessus, c'est pas une question piège, peut-être une question qu'on pourrait laisser ouverte, mais de quelle manière est-ce qu'on doit rapprocher tout le volet social du volet capitaliste pour être capable de s'entendre et être capable de trouver un terrain qui fonctionne pour les deux? Est-ce qu'il y a un pont qui doit être fait entre les deux, puis qui devrait faire ce pont-là, puis qui devrait le faciliter? Ah, c'est une grande question. Il n'y a pas de réponse simple encore, mais bon. D'abord, question de principe. Chez Interloge, nous, on pense que ça doit être un win-win pour toutes les parties qui sont impliquées dans le développement d'habitations abordables. Donc, partant de là, c'est au quotidien que ça se construit. Donc, établir des relations d'affaires professionnelles entre professionnels, entre promoteurs. Donc, un promoteur social puis un promoteur immobilier privé, ça parle le même langage, on travaille les mêmes tableaux financiers. C'est pas les mêmes contraintes
mais à la fin de la journée, il faut que ça se rencontre si on veut avoir un succès. Alors, ça, c'est un élément clé, donc d'avoir une conversation sur les chiffres, c'est sûr que ça doit marcher pour tout le monde. Ceci dit, je pense qu'il faut aussi prendre du recul, c'est-à-dire que regarder l'offre de logements abordables au Canada, c'est une problématique. Et si on regarde l'immigration qui est croissante, si on regarde la difficulté à construire, ben on s'en va dans une période très, très, très difficile au niveau de l'abordabilité. Et je pense qu'on doit avoir la conversation au niveau national pour dire, bien, quelle place on accorde au secteur social en habitation pour venir équilibrer l'offre dans le marché, pour avoir un marché immobilier sain qui ne va pas péter à la première hausse des taux, ou en tout cas, tu sais, qui va être résilient en situation de crise. Et chez Interloge, on pense qu'il y a une cible qu'on pourrait probablement discuter puis qui ferait probablement consensus, tant du côté communautaire que du côté privé, puis du côté de l'État. Bien, ça serait une cible de viser à avoir 20% de logements sociaux et communautaires, incluant abordables. Donc, avoir 20% d'abordabilité pour qu'on puisse répondre aux besoins des populations les plus vulnérables en tout temps, peu importe le cycle économique. Avoir aider toutes les questions d'itinérance, ça passe par l'habitation. Toute la question de la santé globale, ça passe par l'habitation. L'éducation, avoir un revenu disponible suffisant pour bien s'alimenter. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent par l'alimentation. C'est ça qu'on doit considérer dans l'ensemble de l'équation, dans l'ensemble de cette réflexion-là. Alors, la cible, elle est proposée, 20%, donc discutons-en. Je trouve que la cible est intéressante, puis elle est réaliste en même temps, et elle peut s'appliquer tout à fait au Québec, puis à Montréal, puis ce qui se passe en ce moment. Puis ça rend compte aussi certaines normes déjà mises en place par le fédéral au niveau de pourcentage, ou ce que la Ville de Montréal a déjà fait. Mm-hmm. Donc, on regardera voir de quelle manière cette cible-là évolue dans le temps. Louis-Philippe, merci beaucoup pour ta présence ici aujourd'hui. Ça a été exceptionnel l'information qu'on va véhiculer au marché à travers ce podcast. Ça me fait un grand plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Thierry. Plaisir. Au plaisir.